Ce billet, hors série, est consacré à 5 films, dont vous n'avez probablement pas entendu parler, ou très peu, et se veut donc une sorte de réparation à cette injustice concernant d'excellents films, voire essentiels pour certains, et qui n'ont pas eu les honneurs de la presse mainstream, d'une exploitation en salle, ou bien purement et simplement d'une exploitation sur notre territoire. Si vous êtes en recherche de sensations fortes, ou bien tout simplement d'une bonne grosse baffe de cinéma, il se peut que vous trouviez dans cette courte liste un film qui puisse répondre à cette attente. Dans tous les cas, je ne peux que vous conseiller de tous les voir. Ce sont des films qui m'ont beaucoup enthousiasmé et qui demeurent malheureusement peu connus du grand public. Essayons donc de les déterrer pour mieux vous les présenter, contexte à l'appui. Au début des années 2000, le cinéma anglais, habituellement très pauvre, voit surgir au milieu de son paysage un renouveau du film d'horreur. Cette vague de films de genre, inattendue, produit quelques-uns des fleurons du cinéma d'horreur contemporain, faisant directement suite à la vague nippone du même acabit qui avait pu revigorer le genre une décennie plus tôt, et assassiner au passage le film d'horreur américain pendant au moins 20 ans. Parmi ces fleurons, on retrouve le cultissime The Descent de Neil Marshall, le sympathique et rafraîchissant The Creep de Christopher Smith, ainsi que l'extraordinaire Isolation de Billy O'Brien, film irlandais et non anglais, il faut le préciser, mais que j'inclus volontiers dans cette nouvelle vague anglaise, et qui va ici nous intéresser plus particulièrement. Le film, datant de 2005, situe son intrigue au cœur d'une exploitation agricole. Pour sauver son exploitation, le protagoniste principal du film, Dan Reilly, va accepter la proposition d'un laboratoire pour mener un test de nature génétique et révolutionnaire sur son bétail, sous le contrôle de Orla, une vétérinaire locale qui s'avère être l'ex-compagne de Reilly. Bien entendu, la nature des tests provoquera rapidement des anomalies que les deux protagonistes vont découvrir trop tardivement, notamment qu'une des vaches a accouché d'un monstre. Je vous entends rire chez vous. Une vache mutante? Eh bien rigolez. Le film est absolument sérieux. Bête de festival à sa sortie, où il fanfaronne souvent en tête des classements, Grand Prix et prix du jury de par chez nous en 2006 à Gérardmer, le film a généralement bonne presse, mais peine à trouver son public. Souvent comparé au premier Alien à qui Isolation emprunte son leitmotiv, un huis clos hors du monde où le danger guette en permanence, mais aussi ses gimmicks, un monstre tapis dans l'ombre, le film vaut bien plus que cette simple comparaison. On pensera aussi à The Thing de John Carpenter. Et pourtant, quel film d'horreur, quelle mise en scène, quelle utilisation des décors et de la lumière. La direction d'acteur y est excellente, le rythme est saisissant, le film est viscéral, réaliste, suintant et sanglant. Il offre des scènes d'anthologie, comme celle du burin par exemple, où le protagoniste principal se retrouve piégé à la merci du fameux mutant. Faites-moi confiance, si vous voulez vous faire une bonne soirée ciné avec votre blonde, sortez la couette et éteignez la lumière. Isolation est un grand mythe de la peur comme on en a peu vu jusqu'à récemment. Pour le film suivant, on reste dans un genre parent, puisqu'il s'agit d'un film de fantômes et plus particulièrement de maisons hantées, The Innkeepers, sorti en 2011. Alors là, attention, véritable petit bijou de T. West, réalisateur prolifique de la scène indé et qui enchaîne les bonnes surprises, The House of the Devil notamment et Sacrament. Pour être tout à fait honnête, il ne s'agit pas tant d'une maison hantée que d'un hôtel qui le serait prétendument. Deux jeunes saisonniers, les fameux tenanciers du titre, sont chargés d'accueillir les derniers pensionnaires de l'hôtel avant sa fermeture définitive prévue pour la fin de la saison. Ayant eu vent de l'histoire chargée de l'hôtel, ils vont essayer de déterminer si, oui ou non, le bâtiment est vraiment hanté. Ah oui, et détail d'importance, l'action se situe au début des années 90, à une époque où les ordinateurs tournent sous Windows 3.1 et Internet fait ses premiers pas. Pas de YouTube donc, mais des réseaux de forums pour télécharger et découvrir des vidéos de fantômes. Fake ou pas fake. C'est en tout cas le passe-temps favori de notre couple de protagonistes. Ça va également devenir un vrai jeu de tension pour le spectateur, le film jouant régulièrement avec sa mère. Avec une économie de moyens exemplaires, The Innkeepers va vous retourner la tête, de la plus belle des manières qui soit. La mise en scène avec un classicisme certain, le hors-champ revient en force et joue un rôle prépondérant, fait monter la tension progressivement, inlassablement, jusqu'à un climax mémorable, l'une des plus belles scènes de chant contre chant dans le cinéma américain contemporain, mais aussi et probablement le dénouement le plus choquant qui soit. J'aime à penser, moi qui suis un immense fan du Poltergeist de Tobe Hooper, que The Innkeepers, c'est un peu le film que Spielberg n'est plus capable de faire aujourd'hui et qui pourtant, dans son efficacité, rappelle ce cinéma-là, la nostalgie en moins. Encore un film américain mais dans un tout autre registre puisqu'il s'agit d'une comédie qui lorgne plutôt du côté des majors avec Steve Carell et Keira Knightley. Il s'agit de Seeking a Friend for the End of the World jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare dans son horrible transcription française de la réalisatrice Lorraine Scafaria, sortie en 2012. Mais oui, rappelez-vous cette année où la fin du monde devait arriver selon le calendrier Maya et le film éponyme de Roland Emmerich. Force est d'avouer qu'aujourd'hui encore, la question de l'apocalypse hante sensiblement le cinéma et la production télévisuelle américaine. Dans Seeking a Friend, on va l'appeler comme ça, on apprend dès le début du film qu'une astéroïde arrive sur la trajectoire de la Terre et que la fin du monde est imminente. Un bon dinosaure que nous sommes, dans l'angoisse de mourir, les hommes et les femmes, un peu partout dans le monde, laissent soudainement libre cours à leurs pensées et sentiments, agissant comme bon leur semble, explosant le contexte sociétal et les lois pour se satisfaire au maximum dans l'attente d'une fin prochaine et inévitable. Par exemple, et comme le héros du film va en faire les frais, à quoi sert de mentir lorsque l'on n'a plus aucune raison de maintenir un masque social? Dès lors, Seeking a Friend va proposer un paradoxe, entreprendre un voyage qui sera à la fois initiatique et en même temps le dernier possible. Je préfère ne pas trop en dévoiler concernant le déroulé de l'intrigue
intrigue, mais il faut avouer que si le film a été vendu comme une comédie, ce qu'il est, assurément, il est aussi et surtout un immense trip nostalgique et sentimental, un drame avec des hauts et des bas et qui risque de laisser les plus dépressifs sur le carreau. Vous êtes prévenus. Toute proportion gardée, c'est un film assez novateur sur le papier et qui, in extremis, l'est également à l'image. C'est certainement un véhicule pour Steve Carell, mais c'est surtout une perversion du film classique américain. C'est un film qui contient sa propre critique, à la limite de l'autoparodique, presque cruel envers le spectateur. D'ailleurs, le film, une fois encore, n'a pas trouvé son public et fut un bide assez significatif de cette année-là. Laissez-lui donc sa chance, vous risqueriez de trouver, à la place d'une petite comédie romantique hystérique, un grand film romanesque et apaisant. Attention, chef-d'œuvre du cinéma sud-coréen, et oui, un de plus, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler et qui pourtant risque de vous soulever l'estomac tant l'action y est viscérale et efficace. Oubliez les frasques ineptes du cinéma d'action contemporain. 26 Years de Jo Gun-young, sorti en 2012 dans l'indifférence occidentale la plus honteuse, est une déflagration dans le monde des blockbusters, à la fois pour sa tenue mainstream, mais aussi pour sa proposition subversive qui achève d'en faire un des plus grands incontournables de ces 10 dernières années. Je m'explique. 26 Years traite d'un problème devenu récurrent, visible ou invisible dans le cinéma sud-coréen contemporain. En 1979, après un bref épisode démocratique, la Corée du Sud connaît un coup d'état militaire qui supprime le président en place et installe une sorte de dictature à la tête de laquelle va exercer Chun Do-hwan, alors général en chef des armées. Un an plus tard, un des épisodes les plus sanglants de l'histoire du pays a lieu. Ce sont les massacres de Gwangju, où des milliers de manifestants sont réprimés dans le sang et abattus pour l'exemple. Hommes, femmes, enfants, les assassinats touchent indifféremment le public présent à la manifestation, créant un traumatisme puissant dans la mémoire collective coréenne. C'est une blessure vive et indélébile, et qui se retrouve aujourd'hui encore au cœur de nombreuses fictions. En 1996, Pétale, un film de Jang Sung-woo, va mettre ce massacre en scène et poser les bases sérieuses d'un cinéma à venir qui est de nos jours l'un des plus fertiles et des plus forts qui soient. Les films de Bong Joon-ho, The Host, Memories of Murder, Mother, ne parlent que de ça, faisant explicitement référence à Pétale, tandis que ceux de Park Chan-wook, Les Sympathies for Mr. Vengeance et Miss Vengeance, et évidemment Old Boy, ne tournent autour, eux, que du sentiment de vengeance et de rétribution. Je vous conseille très fortement, si vous êtes amateur de ce cinéma sud-coréen, d'écouter les interventions qui ont eu lieu à ce sujet au Forum des images et qui restent disponibles sur Dailymotion, et notamment l'intervention de Stéphane Duménildo autour de Bong Joon-ho, et dont je rendrai le lien disponible. Pourquoi ce rappel historique? Eh bien pour mesurer l'ampleur vertigineuse du projet qu'offre 26 Years, et qui propose, ni plus ni moins, que d'assembler une équipe de victimes de ces massacres. 26 ans plus tard, pour tenter d'assassiner coûte que coûte le responsable de ces massacres, l'ancien général Chun Do-hwan, donc toujours en vie de nos jours. D'abord condamné à mort, puis assigné à vie à résidence, cet afro-dictateur sanguinaire a été gracié en 1999 par le président élu dans une volonté de réconciliation nationale. Imaginez bien, on est en 2012 et un film sort au cinéma, fantasmant la mise à mort de ce personnage historique encore vivant et responsable d'un des plus gros massacres du XXe siècle. On est un peu dans le même élan qu'un Tarantino, tordant l'histoire par la fiction pour s'offrir dans Glorious Bastard et pour nous offrir par la même occasion, la mise à mort d'Hitler en gros plan. Tout l'enjeu de 26 Years va justement résider dans la réussite, ou non, de ce groupe de clandestins à la recherche de leur rédemption. Tous issus de milieux et de classes différentes, un policier, une gymnaste, un voyou, ils vont se réunir et coopérer dans une Corée contemporaine pour élaborer un plan pour l'assassinat. Chacun apportera son expertise, dans la douleur évidemment, mais aussi avec humour, comme en témoigne cette scène où le voyou de la bande va évaluer la possibilité d'entrer dans le périmètre de la résidence du dictateur déchu. 26 Years est un véritable contre-champ à des films comme Memories of Murder par exemple, montrant la corruption qui gangrène le pays, mais surtout en expliquant pourquoi cette fameuse réconciliation nationale est problématique. Le massacre de Gwangju, mis en scène de manière extrême dans le film, sous la forme d'un sanglant film d'animation, à l'instar d'un Kill Bill, explicite la violence et le sentiment de rétribution qui habite chaque Sud-Coréen, justifiant les actes des protagonistes principaux, poussant parfois même certains d'entre eux à agir aveuglément, comme cette championne de tir qui se fabrique un fusil boosté à air comprimé et n'arrive pas à contenir son désir de vengeance au détriment du reste de l'équipe. Violent, passionnant, déchaîné, 26 Years est un film essentiel. Comme vous l'aurez compris, les références, notamment au cinéma de Tarantino, sont nombreuses et explicites, mais fonctionnent davantage comme projet esthétique plutôt que de simples arguments commerciaux, ramenant la problématique qui anime ses protagonistes dans un temps présent qui est celui aussi du cinéma américain dominant, seul modèle sur et contre lequel se construit le cinéma sud-coréen contemporain. Bong Joon-ho se frotte aux dents de la mer, Park Chan-wook à Fincher, 26 Years, qui est un coup d'essai, dépasse de loin son modèle pour devenir d'un coup, d'un seul, un coup de maître. Plus proche de nous, en 2014, un petit film indé américain s'est frayé une place sur nos petits écrans. Il s'agit du très grand et jubilatoire The Guest de Adam Wingard. À l'instar de son compère T. West, dont on aura parlé un peu plus tôt, Adam Wingard est un highlight du moment. The Guest est l'expression la plus pure de son talent. Mi-film d'action, mi-drame psychologique, mi-film d'horreur, The Guest est en fait une véritable trajectoire dans le film de genre, en général, avec son personnage principal comme guide et seul repère. Le problème, c'est que l'invité en titre ne se laisse jamais vraiment deviner entièrement, exerçant sur nous, comme sur les autres protagonistes du film, un charme qui s'avère
tour à tour érotique, viril ou iconoclaste. L'histoire est celle d'un soldat de retour du front, Irak, Afghanistan, et qui se présente à la famille Peterson comme un camarade de leur fils, tombé au front. Alors que la famille l'invite à s'installer temporairement chez eux, l'invité exerce peu à peu son influence sur chacun des membres des Peterson. Très vite, il prend la place du fils disparu et étend son influence. Qui est-il? Que semble-t-il cacher? Jusqu'où son influence ira-t-elle au sein de cette structure familiale assimilée? La vérité, c'est que plutôt que trop en dire, The Guest maintient sa surprise en proposant à chaque étape franchie dans l'escalade de la terreur un nouveau registre d'action et de tension psychologique. Ultra efficace, jusqu'au boutiste, c'était sans contrefaçon aucune le film le plus jouissif et le plus décomplexé de 2014. Si le réalisateur Adam Wingard a été transparent récemment dans sa séquelle de Blair Witch, on peut espérer de lui une adaptation du Death Note, en cours de tournage, au moins aussi subversive et réussie que l'original. Le rendez-vous est pris donc pour la fin de l'année. Voilà, j'espère que ce billet vous aura plu et vous aura aidé à découvrir de nouveaux films qui, je le souhaite, vous apporteront satisfaction, au moins autant qu'ils m'ont apporté de plaisir à les voir et à en parler. N'hésitez pas à en faire de même en me faisant parvenir vos remarques et commentaires. À bientôt donc sur le blog et la chaîne.